Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'éteindre vos téléphones portables. Alors, vous savez que vous avez 5 artistes dans la salle. Attention, nous sommes tous des artistes. Nous sommes tous des artistes, mais ce soir, vous êtes venus pour 5 artistes de la partie. Trouvez-les. Voilà, ça vous va? T'aurais pu apprendre le contexte, hein, quand même. Non, pas du tout. Voilà, merci à vous. On leur laisse la parole ou alors vous les cherchez? Ceux qui ne les connaissent pas? Ah, il y en a qui ne connaissent personne. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne les connaissent pas? Oui. Personne? Et vous ne connaissez personne? Si. Ah, quand même. On va faire partie. Alors, bon. Alors, trouvez les autres. Un indice. Un indice. Que des hommes. Que des hommes. À notre grand regret. Ça, Non, ne sont pas machos. Non. Christine, viens. Christine est une artiste plasticienne qui a exposé à la PAC en septembre. Viens. Non, va là-bas. On se mélange, enfin, Voilà. on essaye. Il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui se collent. Alors il y a. Qu'est-ce qu'on vous donne? On leur donne quoi comme on lui donne quoi? Ah, mais il y a d'autres qui a écrit. Marie qui arrive. Bon, Marie aussi est une artiste. Voilà. Elle ne veut pas exposer encore, mais ça va venir. Ça va venir. C'est bon? Bon, messieurs, alors. Dites-nous qui est-ce que vous connaissez? Bernard Boudin, donc c'est toi qui commences. Je savais pas qu'il était là. Ça, je n'avais pas prévu du tout. Ah ben moi non plus. On est venu me voir il y a 1 minute pour me dire tu veux faire quelque chose. Bon, alors, voilà. Bon, moi, je suis pas. Moi, je veux bien démarrer. C'est pas plus facile de démarrer parce qu'après, les autres sont obligés d'être très bons. C'est là. Non. Moi, je ne sais pas trop ce que vous nous attendez de nous, en fait. Hein. Donc, on aurait pu imaginer faire peut-être des questions-réponses ou des choses comme ça, mais bon, moi je veux bien vous parler un petit peu de mon travail. Alors je ne sais pas si vous connaissez mon travail, certains non. Donc il y a une toile qui est là, il y a la bleue qui est là, il y a la petite bleue qui est là, les 2 carrés qui Sont de l'autre côté de tes panneaux. Voilà. Bon, l'essentiel de mon travail est quand même plutôt, je dirais, de l'abstrait, hein, non figuratif, sauf, évidemment, quelques exceptions toujours, sinon ça ne serait pas drôle. Mais peut-être faut que je vous dise peut-être d'où je viens. Moi, je suis peintre tout à fait autodidacte et amateur par rapport à des professionnels. Là. Ne les montre pas, il faut qu'on les fasse. Ah oui, il va falloir qu'ils les... Bon, moi, j'ai toujours peint. Tout jeune, j'ai appris à peindre en fait en faisant de la copie, je crois, comme beaucoup. J'ai copié Picasso parce que je sais pas, ça me semblait c'est quelqu'un d'important. Puis sa peinture me parlait beaucoup bien, surtout sa période de cubisme. Le cubisme analytique, vous voyez la période où il faisait des musiciens, les guitares, les choses autour des années 1920-1930. Moins après, là, j'ai mis un peu moins. J'ai beaucoup copié aussi des choses des Delaunay, Sonia et Robert Delaunay, qui étaient beaucoup plus géométriques, des choses géométriques. Mais ce qui m'intéressait chez eux, c'était la couleur. Je travaille sur la couleur. Et puis, assez naturellement, j'ai découvert un jour le travail de Nicolas de Staël. Je ne sais pas si vous connaissez. Et là, ça m'a vraiment tout à fait emballé. Et puis, comme ça, j'ai trouvé que c'était un peu
un mélange un peu des deux. Si on regarde un peu le travail de Picasso de cette époque-là, et puis le travail sur la couleur des Delaunay, je trouve que ce mélange-là amène bien à De Staël. Et puis après, bon, bien d'autres, etc. Mais c'est surtout ces influences-là. De ce travail de copie, j'ai appris un peu à dessiner, à composer, j'ai essayé de comprendre pourquoi des toiles m'attiraient plus que d'autres, etc. J'ai eu quand même aussi un peintre professionnel qui m'a beaucoup donné de conseils, André Bach, mais si je vous dis ça, vous ne connaissez probablement pas. Je ne suis pas originaire d'ici, moi je suis bourguignon, donc André Bach avait une petite une cote locale, je ne sais pas si on prenait des comparaisons, ici il était connu dans la région, il faisait des expositions, il faisait des choses comme ça, et j'étais allé le voir avec une toile un jour, je me souviens, qu'est-ce que vous pensez de ça et tout, ah mais bon, il faut continuer. Bon, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant dedans et qu'il y avait peut-être de l'espoir, ou alors c'était tellement mauvais qu'il fallait vraiment que je continue. Je n'ai jamais vraiment trop su, mais en fait, bon, donc j'ai continué. Voilà, jusqu'à tout du long, mais jusque pendant longtemps. Mais je n'ai pas vraiment beaucoup exposé, j'ai pas vraiment... je sais pas, peut-être la plus grande collection de toutes mes œuvres doit être chez ma sœur ou chez mes enfants, quoi. Donc, comme beaucoup, bon, quelques amis passaient par là, disaient, ah, tu me la donnes, celle-là, bon, ben, Pierre te plaît, on aide. Voilà. Moi, j'avais envie de vous parler quand même, donc, bon, vous l'avez vu, mon travail est plutôt du côté de l'abstraction. Et mon problème est essentiellement, enfin beaucoup, je me suis beaucoup interrogé sur la représentation. Parce que à chaque fois que je fais des expositions, quand je montre mon travail, on n'est pas 3 minutes avant de venir et qu'est-ce que ça représente? Alors là, évidemment, c'est toujours le gros problème. Moi, je sais ce que j'ai voulu y mettre. Maintenant, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a dedans. Donc, c'est vrai que la représentation en peinture, pour bon nombre de gens, c'est quelque chose d'assez important. Ils ont envie de savoir à quoi ça ressemble, ce que ça représente. Moi, j'ai remarqué des gens dans les expositions, dans les musées, ils ont une toile, ils avancent, ils reculent, et au bout de 30 secondes, ils vont voir le cartouche, voir si des fois il n'y avait pas un titre, il n'y avait pas un nom, il n'y avait pas... Parce qu'on a besoin de ce côté-là. Alors moi, ma peinture, mais, encore une fois, sauf exception, peut-être, bon, celle-là qui est un peu plus, qui est un peu particulière, parce qu'elle va plus vers une commande, faire quelque chose comme ça, d'autres, les autres ne représentent pas forcément quelque chose. Ce qui fait que je mets pratiquement jamais de nom à mes tableaux, ou des noms qui n'ont pas de signification, disons d'indication tout à fait particulière. Je ne sais pas si je l'ai fait pour celle-là là-bas, la petite rouge, ou là, peut-être qu'elle s'appelle AUAG ou CUAG ou quelque chose comme ça. Parce qu'on me demandait de mettre des titres, alors j'ai mis des titres. Pourquoi pas AUC. Bon, sauf que, ben voilà, moi je sais ce que ça veut dire, pas forcément. Bon. Alors AU, pour un certain nombre de... Non, il n'y a pas des chimistes parmi vous, hein, c'est le symbole de l'or, et CU, le symbole du cuivre, et ben, les pigments que j'ai rajoutés dedans, c'est de l'or et du cuivre. S'il y a de l'argent, il y a AG, etc. Bon. Donc, c'était pour mettre des titres. Vous savez comment s'appelle-t-il? Voilà, j'ai oublié. Soulage, vous savez qu'il met des titres hein, à ses toiles, parce qu'on lui en demande. Et vous savez non, comment depuis un certain nombre d'années maintenant, il est... Mais c'est la dimension de la toile, donc c'est 1000-800,
et 20-03-2020 par exemple. C'est la date où il a posé la signature. Donc voilà, le nom de la toile, c'est 1800, voilà, le format et la date. Et pourquoi pas, ça peut être... Alors, bon voilà, moi j'ai pas, encore une fois, sauf exception, il n'y a pas de titre pour indiquer, parce que j'ai pas envie de donner d'indications trop pour... voilà, ce que je veux, c'est que les gens... Moi, je propose en couleur un certain nombre de pistes. Un peu, vous connaissez ce jeu, les surréalistes aimaient beaucoup ça. Bon, il y avait les Calavreschi, mais ils aimaient bien aussi, dans une boîte, ils mettaient sur des feuilles de papier des mots, des verbes, des mots comme ça, puis ils tiraient, et puis avec ça, il fallait fabriquer une phrase. Eh bien, moi, ce que j'essaie de faire, c'est, moi, je vous propose sur mes tableaux un certain nombre de pistes, de couleurs, et puis à vous de fabriquer votre image mentale, votre image, ce que vous avez envie de voir dedans, etc. Picasso disait l'art abstrait demande plus d'efforts au spectateur qu'au peintre. Je crois que c'est lui qui a dit ça. Alors moi je dirais que demande de l'effort au spectateur, oui, plus qu'au peintre, je ne sais pas. Et puis je crois que c'est Sonia Demandé aussi qui disait que l'art abstrait s'adressait plutôt à l'esprit avant tout. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut aller au-delà. Pierre le dira sans doute mieux que moi, mais moi j'ai cette toile bleue qui est devant. Lui, il doit savoir ce qu'il a voulu mettre dedans. Moi, je ne sais pas, mais forcément qu'on y voit des choses. Forcément qu'on y voit... Et je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Peut-être pour conclure, je vais vous raconter juste une anecdote. Non, mais je ne sais pas, mais j'en sais rien. Une anecdote. Après, je réponds à vos questions. Je me souviens, vous connaissez tous Tu veux rester une heure et demie? le long du canal au mois de juin. Il y a des gens qui organisent une exposition à l'extérieur le long du canal, la fête du canal, voilà. Et j'ai participé plusieurs fois, je trouve que c'est sympa, puis ça permet de rencontrer aussi des gens qui ne viennent pas forcément à la galerie ou qui viennent... Et puis un jour, donc j'étais là devant mon stand, là, et il y a un monsieur qui arrive, qui vraiment... un peu en colère, hein, il dit, mais je ne comprends pas qu'on puisse exposer des trucs comme ça, ça ne représente rien. Alors je vous passe sur des oh, mais mon gamin à 5 ans il fait mieux, etc. Bon, ça, je ne veux pas. Mais ouais, je ne comprends pas pourquoi, enfin, voilà, comment on peut exposer des trucs comme ça, etc. Et puis j'ai dit, mais écoutez, c'est dommage, parce qu'il y a 3 minutes, c'est vrai, véridique, c'est vraiment une anecdote, il y a 3 minutes, là, il y a un petit garçon qui est venu, là, je ne sais pas quel âge il avait, 7, 8 ans, 10 ans peut-être, et puis qui s'est collé devant celle-là, et je lui montre là, une rouge, là, une toile rouge, et puis là, il a vu un dragon. Et là, le monsieur, très en colère, et qui dit, ah ben oui, je le vois, le dragon. C'était fini, quoi. Il avait vu le dragon. Donc, moi, je ne savais pas que j'y avais mis un dragon. Voilà, tout ça pour dire que je crois qu'il faut aller chercher un peu ce que ça peut représenter, ce que ça peut aller voir. Et puis moi, j'aime bien, et ça fait 3 fois que je dis que j'arrête là-dessus, ce que j'aime bien, c'est les différents niveaux de lecture. Dans mes tableaux, on peut les voir d'un peu loin, je vois le petit bleu qui est derrière là-bas ici. Bon, donc moi je le vois d'ici, il y a une atmosphère, il se passe des choses, c'est un peu organisé, etc. Mais si vous allez le voir de près, vous allez voir que vous avez d'autres tableaux à l'intérieur, il y a d'autres histoires aussi racontées dedans, etc. Donc c'est différents niveaux de lecture et d'appréciation. Merci. Après, je ne sais pas si on fera des questions-réponses. Ah oui, il y aura des questions. Vous donnez la parole à qui alors, Bernard? Merci. Tu la cèdes à qui? Non, je ne sais pas. Qui veut? Allez, notre merde. Non. Je vais peut-être un peu moins bavard que d'habitude, parce que comme vous l'entendrez, je vais me un petit peu casser.
Merci mes admiratrices. Il y a de Chine. Alors c'est facile pour moi. Vous voyez, il y a des peintres. Le seul photographe, c'est moi. Donc ce que vous avez derrière, c'est Lara, un peu partout. Autant sur ma série humaniste, ceux qui connaissent ma série couleur, je pourrais me revendiquer de certains grands noms, même si je ne m'y compare pas, loin de là. Autant sur cette série, alors il y a deux séries, il y a une série qui part d'une autre. Sur cette série noir et blanc, je me revendiquerai plus de la peinture que de la photo en fait. Parce que des grands maîtres que je ne citerai pas mais qui sont dans la pièce, il y en a un là-bas, il y en a un là, je ne les cite pas, hein, ils sont là, m'ont appris des choses par rapport à... Bon, déjà, je connaissais l'art de la composition par mon métier de graphiste. La photo, j'en fais depuis toujours, ou presque. Mais ça fait que quelques années que j'ose la montrer. Et que surtout, j'essaie d'en faire des séries qui ont une certaine cohérence. Tout du moins, à mes yeux. Ce que je souhaite montrer par ces séries-là, la première, c'était celle que j'ai appelée épure abstraction. C'est des choses qui vont suggérer, qui ne vont pas forcément montrer. Là, je rejoins un petit peu ce que disait Bernard, ça tombe bien que tu aies dit ça juste avant. C'est que si quelqu'un a envie d'y voir, on en discutait justement avec mon voisin juste avant par rapport à cette photo-là, si on y voit ce qu'on a envie d'y voir, on se l'approprie. Sur certaines photos, j'ai eu 10 interprétations différentes. Il y a certaines personnes qui peuvent me dire ah ben allez, dis-moi ce que c'est, dis-moi ce que c'est, dis-moi ce que c'est. Et il y en a d'autres qui par contre vont me dire tu me dis surtout pas ce que c'est, parce que moi, je me suis fait mon avis et que je veux juste continuer à être dans cette ambiance-là. Et ma première volonté, c'est ça. C'est de se dire, bah, tiens, la personne va réagir à ça en disant tiens, je me fais mon univers, je me crée mon truc. À la limite, même si ça dérange, je préfère. Quelqu'un va me dire ah ben cette photo, elle ne plaît pas, je ne sais pas pourquoi, elle va essayer de dire certaines choses. Je préfère 1000 fois que quelqu'un me dise ma photo dérange, plutôt que de passer devant, ouais tiens, allez, j'en vois une, j'en vois deux, hop, je passe devant, puis je ressens rien. Si on ressent quelque chose qui vient du plus profond de soi, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a marché, il y a quelque chose qui a interpellé la personne. Et ça c'est vraiment très intéressant pour moi en tout cas. Après, en partant de cette série plus abstraite, plus de composition, on va dire, et c'est pour ça que je l'ai faite en noir et blanc, vous en avez des nouvelles, certaines comme ça, qui sont sur ce que j'ai appelé le souvenir archi-oublié. C'est le souvenir très oublié, ou c'est le souvenir d'une architecture oubliée. Celui qui est par exemple au-dessus de Daniel, là, c'est quelque chose qui... on se dit, non, mais pas besoin de manger. Ce que je m'interroge en fait sur ce genre de série, c'est de se dire, il y a eu des gens qui y ont habité. À l'heure actuelle, bon voilà, il s'est passé ce qui s'est passé entre-temps. Un bon exemple aussi qui reste derrière moi, il y a eu la vie à un moment donné. Quelle a pu être cette vie? Comment les gens y ont vécu? Qu'est-ce qui s'y est passé? Pourquoi il ne se passe plus rien? Pourquoi maintenant c'est vide? C'est le témoin aussi de quelque chose qui a existé mais qui n'est plus. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être détruit? Une photo c'est celle qui a gagné. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris vos tickets, n'hésitez pas. Ils sont encore à gagner. Je vais passer tout à l'heure, je passerai pour les adhésions. Ah, très bien, très bien. Par exemple, cette photo-là, je ne pourrai plus jamais la prendre parce que le lieu a été détruit. J'imagine que celle-ci, par exemple, elle va être aussi, il va y avoir d'autres choses qui vont être créées dessus, ou une partie détruite, une partie reconstruite. C'est aussi de se dire, bah tiens, il y a eu un passé, il y a un présent que je capte à l'instant maintenant, et un futur qu'on peut aussi imaginer en se disant, est-ce que ça va être complètement différent? Est-ce que ça va être... C'est toute cette interrogation-là qui est vraiment pour moi intéressante. Et je rejoins également un point qu'a dit Bernard, c'est que autant je donne des noms à mes séries, autant mes photos, vous avez compris, si je veux susciter une interprétation des gens, si je donne un titre, c'est pas la peine. Si je dis, non je vais pas en donner parce que je veux vraiment pas en donner,
Si j'en donne un, ça va vous cloisonner. Comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, les gens regardent un petit peu, et dans le meilleur des cas, 30 secondes après, ils vont regarder le cartel, ils vont se dire « Ah oui, c'est ça qu'il a voulu dire ». Ben non, c'est pas le but. Vraiment, de laisser la liberté totale aux gens, ben, c'est génial. Et quand on vient me dire ben, « Moi, j'y vois ça », même si c'est pas du tout ça, je m'en fiche complètement. C'est pas le but. Bon, à qui le tour, Jean-Michel? Qui reste Je vais laisser parler Daniel. Merci. Imaginez pas qu'elle est passée à côté quand même. Mon travail depuis 91 n'est que du noir et blanc. Avant, il y a eu des essais, des tentatives de couleur, mais au départ, mon obsession, c'est le geste de l'écriture, le geste de l'émotion, le geste, quoi. Là, comme si le fait de tracer quelque chose me disait « je suis en vie ». C'est très, très viscéral, hein, vraiment très très viscéral, très émotionnel. Mais au départ, j'étais pas du tout branché là-dessus. Je faisais du théâtre et une personne m'a dit « Pourquoi tu vas jamais voir des expos ?» C'était en 68. Hein. Oh, c'est de la bourgeoisie, c'est la culture elle est dans la rue avec les gens et tout ça. Et alors, elle m'a dit, mais écoute, viens, on peut peut-être aller voir une expo quand même si tu veux. Et là, bingo, c'était gagné, j'étais complètement bouleversé de voir l'énergie, ce qui peut être donné dans le geste, c'était la peinture américaine des années 50-60. Voilà, donc, et à partir de là, donc, je me suis mis j'ai travaillé, quoi. Et comment vous dire, c'est vrai qu'il y a un côté assez méditatif hein, dans ma façon de faire. J'ai besoin de temps, de temps pour commencer un peu à bosser. Ou alors ça vient très vite, mais mon problème souvent c'est de savoir m'arrêter. Parce que quand c'est parti, c'est parti. Et puis il y a un moment, oh là, non, attention, il faut que j'arrête, parce que je vais tout foutre en l'air. Alors ça, si vous voulez, dans la pratique, c'est assez important. Mais par exemple, le tableau qui a... c'est un travail au bâton d'encre. Hein, ce que j'aime bien, si vous voulez, personnellement, là-dedans, c'est que c'est une ambiguïté sur abstrait, réalité, quoi. C'est quelque chose sur lequel je suis très sensible. Autrement, à un autre moment, ça a été un travail de la matière. Il faut vraiment vous dire que moi, c'est une aventure. C'est une aventure et depuis 77, il y a eu comme ça une progression des essais, des tentatives, la matière, après donc le blanc, le noir, l'écriture. Chaque tableau, c'est un peu une aventure où je ne sais pas forcément où ça va aller, quoi. C'est quelque chose que j'aime bien et puis qui des fois est un peu déroutant, mais c'est très agréable. Autrement, au départ, quand je suis arrivé ici en Dordogne, j'avais pour objectif de petit à petit faire un peu mon trou en Dordogne, quoi, voir ce qu'il y avait, où les choses pouvaient être présentées. Et c'est vrai que très souvent dans ma vie, j'ai eu comme ça des hasards. Là, ça a été le hasard du président du Conseil général, à Cazaux, qui a très branché là-dessus, et qui m'a proposé de faire toute une rétrospective à l'agence en 2009. Il y a eu d'autres moments, d'autres hasards, d'autres rencontres, et je me suis beaucoup fait, laisser guider par ça, hein, laisser guider par ces rencontres, ces aventures. Le plaisir de peindre est immense. Il est vraiment énorme. Il est total, il est dans le corps, quand il part de là et qu'il va s'inscrire, qu'est-ce qui va se passer? Autrement, j'ai beaucoup aimé le mouvement Cobra, des gens, c'est comme Alchinski, d'autres monts, des gens qui ont beaucoup travaillé sur les écritures,
voilà quoi, dans les références et dans les parcours que j'ai, ça s'est baladé là-dessus, sur la peinture japonaise, sur voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ben, plein de choses, parce que ça ne se résume pas en 5 minutes, hein. Mais c'est vraiment un bonheur, un grand bonheur. À toi. J'ai pas l'habitude de parler vraiment de mon travail comme ça, mais c'est un exercice aussi qui est pas facile pour moi. Bon, ben, tu passes ton tour. Merci. Voilà. Alors, je pourrais facilement passer mon tour, mais je vais pas me débiner. Moi, ça fait pas longtemps que je suis sur la scène de l'art contemporain, on va dire. Je me sens plutôt très jeune par rapport aux artistes qui sont ici et présents. C'est sympa. C'est gentil. C'est classe. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai. Non, mais c'est Jeune petit con. C'est vrai, voilà, mais mon art est encore jeune. Donc c'est-à-dire que pourtant j'ai fait d'autres choses avant dans l'art, mais dans l'art visuel et pictural, et dans le plastique, je suis vraiment très jeune. Mais c'est un pur bonheur de commencer à travailler aussi, à explorer d'autres thèmes. J'ai commencé à m'exprimer petit déjà en dessinant, puisque j'étais bègue, donc il fallait que je trouve un moyen d'expression. Je ne l'ai pas forcément cherché d'ailleurs pour le trouver. Mes parents dessinaient beaucoup quand j'étais petit. Ma mère était au pastel, surtout elle dessinait des paysages, des villages qui étaient autour de chez nous, à Belvès. Mon père était plus, lui, dans le graphisme, dans le crayon noir, dans le détail. Et j'ai pas été formé, mais j'ai été influencé quand même par le travail de mon père à l'époque. Mais après des études un peu compliquées, je me suis lancé dans le théâtre. Si je vous en parle, c'est que tout mon travail ici est influencé, enfin, et celui d'avant aussi sur les portraits sans visage, est influencé énormément par ma petite carrière de scène. Mais après le lycée, j'ai passé le concours du conservatoire à Paris et à Bordeaux. Là-bas, j'ai rencontré vraiment des maîtres en mise en scène. Et j'ai eu la chance aussi d'être au conservatoire qui était juste en face des Beaux-Arts à Bordeaux. Et on n'avait pas beaucoup de temps libre, mais dans notre temps libre, on pouvait aller en tant qu'auditeur libre à des cours. Et je suis allé à des cours de scénographie qui m'ont énormément plu. J'ai appris énormément de choses sur la préparation d'un décor et surtout en termes de lumière. C'est là, à ce moment-là, tardivement, donc, que j'ai appris que le noir et le blanc n'étaient pas des couleurs. Puisque pour moi, voilà, j'étais vraiment inculte à cette époque-là, à ce niveau-là. Et j'ai appris que le théâtre, quand les lumières étaient éteintes, les couleurs n'existaient pas à ce moment-là, et qu'à partir du moment où la lumière arrivait sur scène, tout était possible et toutes les couleurs étaient envisageables. Et pas seulement les couleurs qu'on voit, les couleurs qu'il y a dans les sentiments, les couleurs qu'il y a dans la... Et à ce moment-là, tout est devenu... tout s'est éclairé au fur et à mesure que j'ai suivi ces cours-là. J'ai eu des moments où j'ai compris que tout pouvait être poésie sur scène, et que ça m'a... Voilà. Bon, c'est un moment qui m'a bouleversé. Il y a eu un cours qui m'a particulièrement plu. Je ne peux pas trop en parler, sinon je n'arriverai plus à... Voilà. Voilà.
Donc voilà, j'ai fait pas mal de scènes après, j'ai suivi des cours, j'ai été comédien pendant presque 8 ans. Et j'étais scotché par la présence scénique de beaucoup de gens. Je trouvais remarquable qu'une personne puisse remplir l'espace vide simplement en un pas sur scène, remplir toute une pièce, juste avec une intention. Et je me suis rendu compte il y a 3 ans, quand j'ai commencé à dessiner des portraits sans visage, que cette partie de ma vie et mon expérience sur scène et ce sentiment-là avaient beaucoup influencé ce que je faisais. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à dessiner des portraits sans visage, je ne savais pas au départ pourquoi je le faisais. Je ne savais pas vraiment. Je savais qu'on pouvait voir quand même que, enfin moi en tout cas j'arrivais à percevoir une émotion, une expression. Je me demandais si les autres allaient le faire, donc c'était par curiosité que je l'ai fait. Mais petit à petit, donc j'ai bien compris que c'était en raison de cette présence qui restait. C'est-à-dire que la plupart des personnages que j'ai commencé à dessiner étaient vivants, et petit à petit j'ai commencé à dessiner beaucoup de gens beaucoup d'artistes, beaucoup de personnages de la pop culture qui sont morts ou qui n'existent pas, qui sont des personnages fictifs. Et vraiment aujourd'hui 90% des gens que je dessine ne sont plus là. Et c'est un peu pour les rendre immortels, peut-être, comme dans le comme dans le pop art des années 60 où on reproduisait des portraits comme ça pour les rendre pour qu'on ait l'impression que ce soit une chose infinie, donc qui dure à perpétuité. Et puis en faisant mes premières expos, j'ai compris que c'était vraiment ça, que c'était cette présence-là, parce que les gens ressentaient cette présence, et bien qu'il n'y ait pas de regard, bien qu'il n'y ait pas d'expression enfin, moi j'en mets, mais après, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Je me suis rendu compte que les gens voyaient quand même quelque chose et ressentaient, se sentaient parfois même épiés par un portrait sans visage, quand même dingue, et ressentaient une présence très forte. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur ça, et puis je suis arrivé à Sweet Dreams. Donc Sweet Dreams, c'est la série que je vous présente ici, qui est complètement différente de... Enfin, c'est pas vraiment des portraits sans visage, là, c'est un profil que je décline. Alors, j'ai eu droit à plusieurs commentaires, oui c'est facile et tout, on prend quelque chose, on reproduit, on s'en sert pour en faire un... Voilà. Mais il y a eu une autre histoire aussi là-dessus, je suis beaucoup influencé quand même par le théâtre, par le cinéma, par la musique. C'est difficile de tout compacté comme ça, c'est très difficile de te parler de ça, j'ai l'impression que je m'en veux truc. Ce travail, voilà, je vais arrêter de parler de mon travail d'avant, mais plutôt de celui-là, parce que Sweet Dreams, j'ai été inspiré par la conférence des oiseaux. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Ah oui. Bah oui, forcément. Bah oui, voilà. Oui. Tu vas nous réciter d'ailleurs. Non. Ah non, c'est très long. C'est très long. C'est un texte de théâtre de M. Carrière, je crois. Voilà, qui est Jean-Claude Carrière, ouais. Qui s'est inspiré d'un poème persan du XIIe siècle, de Tariq Oudin Attar. Pour vous faire un résumé vite fait, c'est tous les oiseaux du monde, les oiseaux qu'on connaît, qui ont un nom, et ceux qu'on ne connaît pas, se réunir. Et ils décidèrent
de rejoindre une contrée, une vallée pour trouver leur roi, Simorg. Ils ont nommé leur roi. Pourquoi? On ne sait pas. Ils sont partis dans une quête, comme ça, une migration. Tous. Et puis il y a un oiseau qui s'est élevé plus haut que les autres, qui était la huppe, qui a mené le groupe vers cette vallée. Et il se trouve qu'au bout du voyage, ils se sont aperçus que le roi, en fait, c'était eux. Qui cherchaient quelque chose qui était une illusion, et qu'il était au fond d'eux. Et dans ce poème, c'est une sorte de, comment dire, c'est une forme de traduction d'une certaine introspection. C'est dans le texte, il y a une phrase qui m'a bouleversé, qui a changé ma façon de réfléchir. C'est un voyage immobile à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire que je suis parti sur ce visage-là, sur ce profil, et c'est comme une introspection, en quelque sorte. Voilà, on rentre à l'intérieur de soi d'une façon presque infinie, psychédélique un petit peu. Voilà. Un escalier un petit peu qui descendrait voilà, dans un vertige incroyable jusqu'à trouver son âme, peut-être. Bon, là, je vais peut-être un peu loin, mais c'est ma recherche. Et par contre, moi, Jean-Michel est plus là? J'ai choisi. Avant, dans mes expos, quand je faisais des portraits sans visage et je ne mettais pas de nom pour que les gens s'amusent à chercher. Là, aujourd'hui, chaque création porte un nom. Alors, pas forcément en rapport avec l'œuvre en elle-même, mais en rapport avec ce que j'ai pensé au moment où je l'ai créé. Donc, après, voilà, ça a l'air. Ce que je crée ici a l'air simple. Puisque c'est du minimalisme, en quelque sorte. Souvent, il n'y a que du noir et du blanc. Alors, j'ai fait un peu de couleur aux grandes dames des autres artistes qui a fait beaucoup de noir et blanc, mais finalement, Pierre a mis du bleu et du rouge. Bernard a mis quelques touches de couleur aussi. Daniel dans sa signature rouge. Mais c'est surtout sur le noir et blanc, si je pars, sur la lumière et l'absence de lumière. Pour parler d'une œuvre en particulier et m'arrêter après ça, je parlerai de cette œuvre-là, puisqu'elle est en couleur. Je l'ai appelée Leadership. Alors Fred Perrier, le photographe, est venu hier ou avant-hier et a dit « Ouais, tu aurais pu écrire Leadership, Ship, S-H-E-E-P, qui veut dire mouton à main nue. » Donc là, parce que ce travail est inspiré de l'œuvre littéraire de Philippe Cadic, qui était un auteur, si vous ne le connaissez pas, des années 70, un auteur de science-fiction, et qui était un visionnaire en quelque sorte. Parce il y a des choses qu'il a écrites qui se sont produites déjà depuis le début des années 2000. Et il y a un film de Ridley Scott qui s'appelle Blade Runner, que vous connaissez peut-être, qui est une adaptation d'un livre de Philippe Cadic qui s'appelle Les moutons électriques. Donc là on y est. C'est-à-dire que voilà, ouais, c'est ça. Electric Ship. Là c'est une représentation un petit peu de ce que les humains sont en train de devenir, à mon sens, des êtres vides, transparents, presque sans âme, tous lobotomisés par tout ce qu'on nous met dans la tête tous les jours. Sauf qu'à un moment, peut-être que, au milieu de cette masse qui se dirige tous dans le même sens, au même rythme, il y a un déclic, une sorte d'illumination, je ne sais pas comment le dire, mais quelqu'un qui devient matière. D'ailleurs, j'ai travaillé au couteau pour rendre légèrement un côté
voilà, pour que ça dépasse un petit peu de la toile. Et en blanc, pour travailler sur cette lumière qui pourrait intervenir dans l'esprit d'une personne qui se dirige dans le même sens que les autres, mais qui un jour décide d'être une sentinelle, en quelque sorte. Tout en restant vraiment dans la masse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est tous sur la même terre, on est tous humains, on va tous dans le même sens, dans le sens de la naissance vers la mort. Peu importe à quel âge, peu importe comment, on y va tous. Donc voilà. Mais un jour, on peut décider de ne pas, ou d'accepter finalement de ne pas être comme les autres. Et c'est aussi une inspiration d'un texte d'un essai de Schopenhauer, je crois. Oui. Schopenhauer, qui disait que tous les humains étaient tous identiques, mais autrement. Encore faut-il le décider. Voilà, de vivre autrement. Et quand j'ai décidé d'être artiste, vraiment, j'ai décidé de vivre autrement, d'être comme tout le monde, mais voilà. Et c'est un vrai bonheur d'être avec vous aujourd'hui et de partager tout ça avec vous. Merci. Et je vais laisser la parole à Pierre. Merci. C'est très beau ce que tu dis. Tu nous as emmenés loin. Et ça me donne l'idée qu'en fait, l'art, c'est du domaine de l'humanisme, en fin de compte. C'est pas simplement dans le domaine de savoir fabriquer quelque chose aussi parfait et utile. D'ailleurs, il faudrait rediscuter un petit peu de notre espèce de recherche de perfection, qui est une sorte d'ego un peu sublimé qui tendrait à nous essayer de nous rapprocher des dieux, une espèce de vision idéalisée de l'homme. Je crois que l'humanisme, c'est justement d'exprimer l'humain dans ce qu'il a de faiblesse, dans ce qu'il a de manquement, dans ce qu'il a de lâcheté, dans ce qu'il a de courage. C'est-à-dire, c'est l'image de l'humain. L'humain n'est ni bon ni pas bon, il est. Et après, au hasard de son évolution, au hasard des sociétés, au hasard des valeurs d'une époque, il va exacerber tel ou tel de ses comportements. Et nous, les artistes, on est là-dedans, on exprime ça. Et l'art est peut-être quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est quelque chose qui nous permet justement d'exprimer le côté paradoxal du vivant, de l'exprimer totalement, de nous confronter nous-mêmes à nos propres paradoxes, à nos propres incohérences même, de les assumer, de les vivre, d'aller même chercher dedans ce qu'il va y avoir à voir, ce qu'il va y avoir à découvrir, ce que l'on ne sait pas de soi. Et que là, nous permet de faire ça, nous permet d'aller au bout des choses, d'aller dans le plus profond du tunnel, dans le plus haut de la lumière, et en même temps, on ne fera de mal à personne, on ne tuera personne, on n'affamera personne. Si on doit faire du mal à quelqu'un, ça ne sera qu'à nous-mêmes, parce que très souvent, les personnes qui ont décidé, qui ont choisi ou qui se trouvent prises sur la pente de la création, eh bien, sont des personnes qui vont devoir être marginalisées, je dis bien être marginalisées par une société qui n'est pas sur ce fonctionnement-là. On nous dit toujours les artistes sont des marginaux. Non, on n'est pas des marginaux. C'est un certain type de société qui nous marginalise. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Il y a quelque chose moi, qui me fait très mal, c'est quand on nous parle de ce qu'on appelait les peintres maudits, les Modigliani, Van Gogh, etc. Et on se disait ces gens-là se mettaient en marge de la société. Mais pas du tout. Pas du tout. Il faut relire un petit peu le courrier de Van Gogh, par exemple, pour lire aussi ce qu'a pu écrire Modigliani. Ce sont des gens qui étaient rejetés carrément. Et la société, entre guillemets, bourgeoise, s'est rejetée sur leur production après, une fois qu'ils aient été morts pour en faire des héros, pour en faire des sublimés, en disant voilà, comme la souffrance de l'artiste peut donner des choses extraordinaires. Très facile de faire souffrir l'artiste, hein, franchement. Bon, mais ça c'était un petit peu pour enchaîner sur ton intervention. Oui, je pense que l'art c'est l'humanisme qui s'exprime. Moi, c'est du moins ma préoccupation. Comme tout le monde, quand je suis sorti des écoles où je n'ai pas appris grand-chose, je me suis retrouvé un petit peu comme toi avec un diplôme de décorateur de théâtre que je n'ai jamais pu appliquer réellement parce qu'à l'époque, on ne cherchait pas des décorateurs, des scénographes, on ne cherchait pas ça, c'était surtout des peintres, des plasticiens connus qui exerçaient le boulot.
Et nous, avec notre petit diplôme de décorateur ou d'ensemblier, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc c'était un petit peu, on a commencé un petit peu sur les mêmes bancs d'école. La création, c'est quoi? C'est une sorte de pulsion intérieure, une sorte d'urgence, de nécessité intérieure. On a tous une histoire, alors beaucoup d'entre vous, on a pratiquement tous dit qu'on avait commencé très tôt. Très tôt, tout petit, il y avait déjà cette nécessité de faire, de créer, de remettre en forme, de mettre en forme un univers qui nous ressemblerait, un univers où on pourrait aller se réfugier. On pourrait redessiner une maison pour pouvoir se remettre dedans. Quand on est tout petit, vous savez qu'on ne comprend pas comment vivent les grands autour de nous, qui nous donnent des ordres, qui nous font ceci, faites pas cela. Eh bien, redessiner un petit univers dans lequel on va pouvoir se glisser. Et ça commence comme ça, en fait. Moi, je sais que tout petit, pour des raisons de santé, j'ai été séparé de ma famille. Je voyais mes parents une fois par mois, on venait me voir en sanatorium, etc., etc. Et mes petits dessins, j'avais 4 ans, 5 ans, mes petits dessins, c'était toujours une maison, un chemin, un autocar. Et dans l'autocar, je dessinais toujours la tête de ma maman. Voilà, donc c'était clair, c'était net. L'institutrice, enfin la monitrice qui nous dirigeait, enfin qui s'occupait de nous, voulait toujours écrire ce que je voulais dire. Moi, je n'avais absolument pas confiance dans les signes qu'elle mettait sur un papier pour écrire, pour raconter ce que je voulais faire. Ces signes-là, je ne les comprenais pas et je n'étais pas sûr du tout qu'elle allait marquer ce que moi je voulais qu'elle dise. Et je prenais mon crayon et je disais, c'était bon dessin, j'avais confiance en lui, je savais. Et je savais très bien que du côté de ma famille, on l'entendrait. C'était obsessionnel. Et puis c'est parti comme ça, et petit à petit on s'installe dans un univers, on s'installe dans un monde de création, et on se familiarise et on se regarde, c'est un peu un miroir idéalisant, ou un miroir aussi, puis un miroir qui petit à petit, quand on va avancer, petit à petit va nous renvoyer aussi nos carences, c'est-à-dire à un moment il va te dire, dis mon petit bonhomme, peut-être falloir que tu apprennes quand même à travailler un petit peu, et on va apprendre. J'ai commencé à apprendre la peinture en travaillant le bois, en ayant une formation d'ébéniste. Et avec la formation d'ébéniste, j'ai découvert l'importance de l'outil. C'est fondamental, l'outil. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui s'adapte à la main. C'est quelque chose qu'on maîtrise. C'est quelque chose qu'on va choisir en fonction de la matière qu'on va travailler. Et ça, petit à petit, ça m'a amené à concevoir l'idée des trois pôles fondamentaux. C'est-à-dire l'intention, l'esprit, la matière et l'outil. Et pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui a appris à maîtriser ces trois éléments-là, qui arrive à les diriger. Alors l'outil, ça peut être tout, hein. Ça peut être un crayon, ça peut être un ciseau, un rabot à bois, ça peut être un clavier d'ordinateur, ça peut être plein de choses. Hein. Il ne faut pas s'enfermer simplement dans un métier ancien, artisanal, etc. Ça peut être plein de choses, l'outil. Mais il y a ces trois-là, la matière, l'intention et l'outil. Et donc, il faut l'apprendre à se travailler, ça. Et j'ai appris énormément de choses. Dans mon métier d'ébéniste, j'ai eu la chance d'habiter à Paris à l'époque et d'aller travailler dans les tout derniers ateliers d'ébénistes du Faubourg Saint-Antoine, ce qui m'a projeté un petit peu dans le 19e siècle, c'était assez étonnant. J'avais 18 ans, 19 ans, voilà. Et donc, j'ai appris l'outil. Et en apprenant l'outil, j'ai appris la sensation. La sensation, c'est-à-dire le côté sensoriel. Et le sensoriel, eh bien, c'est quelque chose qui m'a préoccupé beaucoup dans la peinture. J'étais passionné par la couleur, et je suis toujours passionné par la couleur. Dans les années d'enseignement que j'ai pu faire, je crois que les cours que je préférais, c'était ceux sur la couleur. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire, la couleur. Un jour, si vous voulez, on en parlera, on pourra passer des heures. La couleur, c'est quelque chose de fantastique. C'est une société humaine, c'est un monde. C'est des différences qui s'assemblent, qui se bagarrent, qui chipotent, qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent prendre le dessus, qui se soumettent. Il y a toute une... Et le peintre, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va être un petit peu l'espèce de chef d'orchestre de tout ça, et sur sa toile, sur sa peinture, il va chercher à associer ça de façon à ce que ça devienne que ça prenne une cohérence, et que cette cohérence ressemble de près ou de loin à l'intention du peintre. Donc c'était ça un petit peu la couleur. Et pour aller très vite, le noir, eh ben, le noir c'est une couleur. C'est leur duo préféré. Il suffit simplement de savoir de quoi on parle. Si on parle de physique, c'est pas une couleur, c'est l'absence de la couleur. Si on parle de peinture, c'est une teinte. La matière, oui. Voilà.
C'est clair, hein? C'est toujours, mais je crois que c'est toujours comme ça dans différence les entre la discussions qu'on a couleur, sur les choses. Il faut savoir à quel niveau, matériel. de quoi on parle quand on en parle. Donc le noir, c'est une couleur. Et le noir m'a passionné, c'est vrai. Après avoir travaillé pendant des années la couleur même, disons, d'une façon expressionniste et d'une façon très de contraste pratiquement de ton pur, et bien petit à petit, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a, pour revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport à l'éclairage du noir, qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas de lumière? Et j'ai découvert un auteur, Jurikino Tanizaki, qui a écrit un petit bouquin qui est merveilleux, qui s'appelle L'éloge de l'ombre, et j'ai découvert l'approche de la pénombre dans la culture japonaise. Et alors ça a été vraiment, pour moi, c'était une révélation, c'était quelque chose, je me suis dit, oui, dans le noir, il y a quelque chose. Dans le noir, il y a quelque chose. C'est pas du noir. Et le noir, justement, c'est quelque chose qui nous ouvre une espèce d'infini, une espèce d'immensité, un vide total, dans lequel on peut mettre absolument tout ce que l'on veut faire. Le noir, c'est la liberté totale. Pour moi, du moins. Et ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans le noir, et que chaque fois je me dis, allez, j'arrête maintenant, ça y est, j'ai fait plein de problèmes. Et il se passe toujours un moment, un accident, un truc mal fait, un truc qui ne sèche pas bien, un truc qu'on a raté, et qui nous entraîne dans une autre direction. On se dit, tiens, j'ai jamais été fouillé par là. Et puis on y va, on continue. Voilà. Et puis le noir, c'est aussi le monochrome. Et le monochrome, pour moi, c'est devenu un dialogue avec moi-même. Je reprends un petit peu des mots semblables. Hein. C'est un dialogue avec moi-même. C'est-à-dire que je arrive à 75 ans passés, on se dit, tiens, il y a quand même pas mal de choses d'engranger. Et on a entendu, on a écouté le monde autour de soi, on l'a pris, on ne l'a pas compris. Mais on a besoin d'une sorte d'intériorisation, d'une sorte de travail sur soi, d'aller en profondeur de soi-même, et dans le calme. Dans le calme. Les tempêtes, on va calmer un petit peu, il y en a 2 ou 3 qui nous attendent pour terminer la route, mais il y a dans le calme, on a essayé d'être paisible. Et donc, cette toile bleue qui est là, la toile rouge qui est là-bas, j'ai eu envie à un moment donné de repartir dans la couleur, de repartir dans autre chose, mais vous voyez, le noir n'est pas loin quand même. Voilà. Et puis pour conclure, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, un des plus beaux, pas compliment, mais une des plus belles choses que j'ai entendues, c'était dans une exposition chez Hans Engelböck, il y a quelques années. Il y avait un monsieur qui était devant une de mes peintures, et qui restait, qui ne bougeait pas. Et puis, je suis venu le voir, je lui dis, mais ce travail vous intéresse? Et ce monsieur m'avait dit, puis il m'a dit, mais je suis en train d'écouter votre peinture. Et je crois qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se mette aussi dans l'oreille. C'est-à-dire qu'une toile, on ne fait pas que la regarder, on l'écoute, on l'entend. Il y a, dans la peinture, il y a des sons, il y a des musiques, il y a des silences, il y a des suspensions, il y a des choses qui sont là. Et je pense que j'invite tout le monde, tous les gens qui visitent les galeries, qui visitent les peintures, à les écouter. Et on est allé voir dimanche une très belle exposition à Agen. C'était les derniers jours d'une exposition sur Goya. Et c'est fou. Alors là, vraiment, c'est pas de la musique, là, ce sont des cris. Hein, et on les entend. On les entend. Dans la peinture de Goya, dans les gravures de Goya, dans ses dessins sur les massacres ou sur... on entend vraiment, il y a une espèce de sonorité. Donc, prenez le temps de vous poser devant les toiles qui vous paraissent au départ silencieuses, et puis vous allez voir petit à petit, il va y avoir des choses qui vont bien. Et les bruits que vous allez entendre, ce n'est pas les bruits de la toile, ce sont les vôtres, ce sont les sons, ce sont vos propres sons. Voilà, je vous remercie d'avoir été patient. Maintenant, c'est à vous. Hein. Là, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que pour parler publiquement d'une anecdote, j'en ai parlé à quelques-uns, je crois, mais lors d'une exposition, c'était au château des Isards, il y a presque un an. Il y a un groupe de jeunes garçons autistes qui sont venus voir l'expo, et il y en a un qui s'est positionné devant le portrait de Serge Gainsbourg, je crois, mais sans visage. Alors il était jeune, il avait 14 ans, je crois, donc il ne le connaissait pas. Et il s'est vraiment figé devant. Mais j'avais l'impression dans son immobilité qu'il y avait vraiment une réflexion. Il y avait vraiment
voilà, il pensait tellement que ça a débordé, quoi. C'était, je sais pas comment vous le décrire. Alors je me suis rapproché de lui, j'ai dit, mais pourquoi tu restes là? Qu'est-ce que tu penses à quoi? Tu peux me dire ce que tu penses? Et il me dit, ben, le monsieur là, je le connais pas, mais j'ai l'impression que je peux rentrer à l'intérieur de lui, puisqu'il n'a pas de visage, c'est comme une fenêtre, et que je peux apprendre à le connaître en rentrant dans sa tête, et j'ai trouvé ça formidable, comme si le tableau devenait une ouverture vers l'intérieur de son imagination, vers l'intérieur de son... Voilà. Et à partir de ce moment-là aussi, on apprend beaucoup aussi des gens qui regardent et des critiques. À partir de ce moment-là, j'ai compris que les œuvres pouvaient parler, pouvaient émettre des sons, pouvaient... Voilà. Et voilà, ça pour revenir sur ce que tu dis. Avant, on me le disait, tout ça, mais je me disais, non, c'est que par les yeux, que voilà. Mais après, j'ai compris qu'il y avait vraiment un dialogue important entre une œuvre, quelle qu'elle soit, et voilà. Et j'ai compris aussi à ce moment-là que, aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Bernard aussi, et Daniel, parce que ça fait vraiment un lien, même si on ne travaille pas dans le même domaine, tout ça, mais il a beaucoup travaillé sur le noir et blanc aussi. Et sur le monochrome aussi, qui est un dialogue avec soi-même. C'est travailler sur le minimalisme comme ça, et sur le monochrome, parce que vous voyez que je fais des œuvres aussi uniquement en noir, uniquement en blanc, bientôt dans d'autres couleurs, mais puisque le noir est une couleur. C'est vraiment ça, c'est un dialogue avec soi-même, travailler sur un monochrome. Au départ, je pensais que, voilà, moi, les monochromes, pour moi, il n'y avait rien dedans, et puis finalement, je me suis rendu compte que dans le rien, il y avait tout. Et quand il y a trop de choses, finalement, il n'y a presque plus rien. Et ma compagne m'a dit un jour, elle est prof de français, de lettres, elle dit, ce que tu fais, c'est comme une figure de style, en quelque sorte, une litote. C'est-à-dire que tu fais le moins possible, mais en montrant peut-être plus que si tu avais fait davantage. Et j'ai peur que ça arrive, que finalement je ne fasse plus rien un jour. Mais l'œuvre qu'on propose, que le photographe, que le peintre, que le sculpteur propose au regard du spectateur, pour moi, c'est un espace de rencontre, c'est-à-dire on donne rendez-vous au spectateur sur une toile, sur un dessin, sur une photo qu'on présente. On lui donne rendez-vous, on l'invite à venir nous rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a cette phrase que j'entends souvent qui dit, oui, mais chacun dans une œuvre, devant une peinture, devant une photo, voit ce qu'il veut voir. Et voilà. Et moi, je m'insurge un petit peu contre ça. Ça veut dire qu'on va au supermarché, on va dans une exposition, on prend ce qu'on a besoin, puis on s'en va. C'est du consumérisme, ça. Donc non. Parce que si quelqu'un a pris le risque de vous soumettre sa création, son travail, c'est-à-dire a pris le risque de se faire critiquer, de se faire rejeter, de ne pas se faire comprendre, c'est quelque chose d'important. Hein. Quand on dit le mot exposition, on s'expose. C'est-à-dire, c'est pas un mot banal, c'est pas un mot anodin, on s'expose. C'est-à-dire qu'on s'offre à la critique des autres, à l'appréciation aussi, on s'offre à la critique. Donc on donne rendez-vous. Et en fait, ce qui est important, moi, ce que je cherche toujours, c'est que, bien sûr, chacun va raisonner dans une toile en fonction de lui-même. Mais s'il ne fait que ça, il n'a fait que la moitié du chemin. Il faut aller jusqu'à se dire, mais qui est-ce qui est dans la toile? Quelle est la personne qui est là? Et créer la rencontre. Et pour moi, l'œuvre que je peux présenter à un public, en fin de compte, c'est une espèce de recherche désespérée pour échapper à la solitude fondamentale que tout être humain peut avoir, c'est-à-dire cette solitude qui fait qu'il n'y a pas de problème, à un moment la vie ça va s'arrêter, il n'y aura personne qui pourra rien changer à ça, c'est terminé, donc on est dans cette solitude totale, mais je peux dire, mais je peux peut-être pouvoir créer un espace dans lequel on va pouvoir rompre cette solitude. Vous voyez, on a tout notre petit
nos petites peurs, nos petites craintes et nos petites... Mais pour moi, l'œuvre est un lieu de rencontre, un lieu où spectateurs et artistes doivent se rencontrer. Je voudrais juste revenir, pour ce qui me concerne, sur l'importance du vide. C'est-à-dire que la toile, au départ, ce n'est rien. Et ce vide, qu'est-ce qu'on va en faire? Le premier geste va tout d'un coup faire tout basculer. Et ça y est, ce n'est plus vide, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une trace qui s'installe, et à partir de là, le travail peut commencer. Mais le vide, pour moi, dans mon travail, est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment très, 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 très important. Je voudrais revenir sur ce que disait Pierre, sur l'exposition. Il y a aussi un sens qui est intéressant. Je crois qu'au Moyen-Âge, on parlait de l'exposition des enfants. En fait, c'est quand on les abandonnait. Et c'est quand même assez intéressant. Moi, il me semble qu'à un moment donné, faire une exposition aussi de ce qu'on a fait, de ce qu'on a produit, de ce qu'on a travaillé, c'est aussi l'abandonner quelque part. Moi, à partir du moment où je l'expose, je l'accroche quelque part, l'œuvre ne m'appartient plus totalement. Je vous la propose à vous, à votre regard, et vous en faites un peu ce que vous voulez. Bien sûr que moi j'y ai mis des intentions, bien sûr qu'il y a un certain nombre de choses comme ça, mais vous en faites ce que vous voulez. J'ai aucun moyen d'ailleurs de vous obliger à aller voir ce que moi j'ai voulu. Oui, si, il y a moyen, pour revenir un peu à ce que je disais au début, c'est effectivement de mettre des titres. Et puis là, qu'on va bien cadrer, puis je veux que les gens voient ça. Bon, non, c'est pas forcément... je crois qu'il y a... Ce sont des propositions. J'essayais de dire tout à l'heure, je sais pas, je propose un certain vocabulaire, je propose un certain nombre d'intentions, puis à vous de fabriquer ce que vous avez envie de recevoir. Ouais, je crois que c'est un peu ça, mon idée. Bien sûr que j'aimerais bien que tout le monde adhère très exactement à ce que j'ai mis dedans, ce que j'ai voulu mettre. Tu aimerais ça? Je dis ça, mais je sais que c'est pas possible. J'ai pas de souci. Et c'est pas voilà, c'est pas. Finalement, mais je crois que c'est vrai partout. C'est vrai pour un musicien, c'est vrai pour un auteur, c'est vrai pour. Ouais, voilà. Jean-Michel Je suis pas d'accord avec toi. Moi, ce que je disais, c'est que si chacun se l'approprie en y voyant autre chose que ce que j'ai voulu y mettre, c'est-à-dire que la personne y a trouvé une réponse qui n'est pas forcément celle que j'ai donnée, mais s'il trouve une réponse, moi c'est ça qui est génial, c'est que quelqu'un se dise, tiens, je la prends telle que j'ai envie de la prendre, et ça veut dire que quelque part on peut gagner aussi en faisant ça. C'est encore mieux s'il apprend. Oui, voilà. Et pour dire peut-être un mot aussi sur l'ensemble, parce qu'on a chacun parlé un petit peu de nos... Mais je pense que vous avez aussi vu, par nos contradictions entre nous ou nos ressemblances, ce qu'on a essayé de montrer dans cette expo aussi, c'est que des travaux qui à la base peuvent paraître tellement différents, on peut les montrer ensemble. Ils ne sont pas forcément tellement différents que ça, mais on peut oser montrer deux choses qui vivent l'une à côté de l'autre. Ce qu'on n'a surtout pas voulu faire, c'est se dire, tiens, d'un côté il y a machin, de l'autre côté il y a machin. C'est tout ce dialogue qu'on a voulu faire comme ça, et qui fait que tous les gens nous disent qu'on a fait une scénographie qui est intéressante, on a tendance à le croire du coup. Mais c'est cette globalité aussi qu'on a voulu montrer, avec aussi cette scénographie un peu différente, avec des panneaux comme ça, de voir un petit peu qu'il y a des choses qui sont possibles, qui peuvent être un peu plus audacieuses. C'est aussi cette volonté qu'on a voulu faire voir avec toute cette diversité, mais qui en même temps peuvent se regrouper sur, comme je l'ai dit. C'est en écoutant ce que l'on dit les uns et les autres que je me suis dit, mais c'est évident, il y a une unité. Elle n'est pas formelle, attention, je rapproche telle toile pour que. Mais on a parlé de nos différences qui font que du coup, ça se comprend qu'il y a une telle unité, quoi, tu vois. Et ça, c'est vrai. Pensez à un petit détail, quand j'ai intervenu des fois dans des écoles, et en maternelle, j'aimais bien
Alors, j'avais mis en place un espèce de petit cérémonial. J'aime beaucoup les petits cérémoniaux ou cérémoniales. Cérémonie. Et je me souviens d'une classe de 4 ans. Ils étaient en demi-cercle. Il y avait au centre une feuille blanche et un pinceau avec un bocal et de l'encre. La règle du jeu était simple. L'enfant se levait, c'est un tour de rôle, hein. Ils allaient s'installer devant la feuille blanche. La règle du jeu, c'est un seul geste. Puis à un moment, paf, ça partait. Et après, l'enfant, il se barrait à toute vitesse. Et il me disait, mais non, reviens, regarde. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est toi. Et je crois que pour moi, en tous les cas, ce geste, quand j'ai appris que les sépultures, avec les inscriptions et tout ça, le rapport à la mort, c'est le moment où tout d'un coup, les signes qui ont été mis autour d'une tombe, c'était tout d'un coup la prise de conscience de la vie. Et ça, je crois que le tracé, c'est ça. C'est vraiment la prise de conscience de la vie. Tu parles du geste là, le geste est important. Moi, je l'ai découvert, j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps en fin de compte, et dans une démarche de travail qui est d'aller vers l'expression la plus sincère, non seulement la plus honnête, mais la plus sincère possible, quitte à aller dans des sphères que je ne connais pas, quitte à aller balader dans l'inconscient et trouver des choses étonnantes. Mais le geste, je me suis aperçu que le geste, en fin de compte, c'est quelque chose qui nous ressemble, qui est vraiment le reflet exact de ce que l'on est au moment où on le fait. Je me suis aperçu que d'un jour à l'autre, quand on travaille, il y a des gestes qu'on ne peut pas reproduire. Parce qu'on n'est pas dans on n'est pas dans le même état, on n'est pas dans la même dynamique, on n'est pas dans la même situation. Et le geste est vraiment l'expression de ce que l'on est au moment où on le fait. C'est vraiment un instantané, mais direct de ce que l'on est là maintenant. Donc ça fait une trace. Ça possible. Et c'est cette trace, si tu veux, qui reste par rapport au geste, l'émotion que tu viens. C'est une trace de vie. Et ça laisse un peu s'imaginer un peu nos ancêtres prenant un bout de bois ou un bout de charbon, je ne sais quoi, et traçant une forme, traçant des traits sur du sable ou sur de l'argile, des trucs comme ça. Cette espèce de pas extraordinaire, en fin de compte, et c'est le début de la symbolisation, en fin de compte, pas que l'humain primitif a pu faire, simplement avec le geste, et que ce geste, non seulement ça ne soit pas quelque chose qui reste dans le vide et qui s'en aille, mais que ce soit marqué. Ouais. Et ce qui va faire, c'est quelque chose d'extraordinaire comme pas, ça, Jean-Michel, toi, par rapport à la trace, tout ça, en tant que photographe, comment tu... Là, du coup, c'est un petit peu différent par rapport à ce que dit Pierre, parce que je comprends très bien par rapport à tous les peintres que j'ai côtoyés et qui m'ont parlé de leur travail. Moi, la trace, c'est un instantané que je laisse. Je peux me rapprocher de ce que dit Pierre dans le sens où un jour, je capturerai tel moment, le lendemain, je le sentirai peut-être pas, je ne serai peut-être pas dans cette ambiance-là non plus, et du coup, si je le fais, ça ne sera pas terrible, et j'aurais peut-être même pas l'envie de le faire. C'est un état d'esprit en fait. Et je rejoins Pierre aussi, encore une fois, désolé, on est souvent d'accord. C'est un peu énervant au bout d'un moment, mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'est l'utilisation de l'outil. Peu importe l'outil qu'on utilise, en l'occurrence, moi je suis un flemmard, j'appuie sur un bouton. Moi. C'est ce que certains disent par rapport à la photo, mais c'est pas du tout ce que je crois. Mais c'est, quel que soit l'outil, c'est ce que tu mets de toi dedans. C'est ce moment, alors sur une peinture, ça va être un geste, une empreinte qu'on laisse. Il ne va pas y en avoir qu'un seul, évidemment, mais sur une photo, ça va être un instant capté. Et cet instant capté, je pense qu'il aura de la valeur que si tu le fais exister autour d'autre chose aussi. C'est pour ça que la valeur des séries, elle est intéressante, surtout quand tu veux vraiment démontrer quelque chose, quand tu es vraiment dans un vrai concept. Après, on peut très bien faire une photo individuellement qui fonctionnera très bien. Hein. Ça, s'il y a des gens qui m'en achètent qu'une, ils m'en achètent qu'une. Hein. J'en achète plusieurs, évidemment.
mais c'est même pas pour l'achat, c'est pour la façon, comme on disait tout à l'heure, c'est la façon de se l'approprier. Si on rentre dedans, on rentre dedans. Quelle que soit l'œuvre, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être de la sculpture, ça peut être n'importe quoi. Si la personne rentre dedans et qu'il se l'approprie, ben voilà, et qu'elle se l'approprie, c'est là où, je ne sais pas si on a gagné, parce que gagner ça veut dire quoi, on ne sait pas. Mais tout du moins, on a établi une communication avec quelqu'un, quel que soit l'outil, quelle que soit la technique. Moi, quand on parle de photo, de technique photo, je m'en fiche, mais comme c'est pas possible, si quelqu'un me dit, tiens, tu utilisais quel réglage tout, je me fiche du réglage. Ce que je veux, c'est l'émotion. Et l'émotion, elle est universelle à n'importe quel type de technique. Et ça, c'est pour ça aussi, je pense qu'on se retrouve, parce qu'on a des émotions qui sont très communes. C'est ça qui fait plaisir. Par rapport à la technique, je pense à une phrase de Van Gogh à son frangin. Il disait, en fait, le problème quand on possède la technique, c'est que ça ne se voit pas et les gens s'imaginent qu'on n'en a pas. Je pense que c'est tout à fait. Mais j'aurais une question, moi. Pourquoi le blanc? Parce que là, on remarque que toutes les personnes ici sont de certaines couleurs blanches. On est toutes de peau blanche, oui. Mais les gens de l'extérieur sont toutes de couleur aussi. Pour n'importe qui. Vous parlez aussi de couleurs et de tout. De l'extérieur, la couleur est aussi importante. Comme aussi la façon qu'on est assis, la façon qu'on parle, la façon qu'on s'explique aussi. Puis, même les personnes noires qui passent dans la rue, les Africains, les personnes de couleur, ils voient la galerie de l'intérieur, mais peut-être que ça les intéresse pas de rentrer parce que c'est blanc. C'est quelque chose comme ça, mais... Alors, j'ai eu cet après-midi un couple de gens de couleur. Vous voyez comme quoi la couleur est noire. Ouais, c'est ça. Ah oui, là. Mais même une fois, je suis rentrée ici, puis j'ai les cheveux rouges. Puis tu as dit quelque chose. Ah, la rouge, ça tue sur du blanc. Mais c'est quelque chose qui peut rester marqué chez une personne. Moi, je crois que les couleurs sont très culturelles aussi, très ancrées culturellement. Pour nous, le blanc, c'est plutôt... En Europe, je ne sais pas, au Canada sans doute, une mariée se marie en blanc. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était la couleur du deuil. Ça serait inconcevable au Japon. Au Japon, c'est la couleur du deuil. Ça serait... Normalement, c'est le deuil. Et donc, culturellement, on voit bien qu'il y a des évolutions sur ces notions-là. Donc, je ne sais pas, c'est... Bon, moi, j'aurais une réponse, hein, pourquoi le blanc? Parce que c'est quand même ce qui renvoie le mieux la lumière. Hein, donc, voilà. Et s'il n'y a pas de blanc... Enfin, moi, je sais que dans mes tableaux, il y a forcément du blanc quelque part, sinon il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de... Et ce que disait Daniel, garder le vide, justement, garder le blanc du papier, ça, c'est très difficile. Il faut savoir s'arrêter pour avoir justement cette lumière. Je voulais juste reprendre 5 minutes aussi l'idée du geste. Moi, je travaille beaucoup sur des séries. Parce que, bon, au départ, il y a forcément une intention, il y a une idée, etc. Mais je me rends bien compte que les premières productions, techniquement, je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire parce que justement, le geste n'y est pas ou la technique n'y est pas. Et donc, en travaillant sur des séries, en faisant beaucoup, presque le même tableau, la même chose, etc., au bout d'un moment, je me libère complètement de la contingence du geste et de la technique. Et puis là, je me mets, même inconsciemment, après, à faire ce que je... Ah, c'est plus forcément ce que j'avais envie au début. Mais là, je sens que c'est libéré. Et ça, c'est la série et le nombre qui me permet de faire ça. Et bien souvent, les premières productions, moi j'ai la chance de travailler sur des supports que je peux récupérer. Hein. Je mets ça dans ma baignoire de l'eau chaude et la peinture s'en va et je récupère des supports. Mais non, mais c'est important parce que si on travaille sur des cartons, des choses comme ça, mais quand vous passez 25 feuilles à 9 €, on va dire 10, comme ça c'est plus facile à calculer, et que vous mettez tout à la poubelle ou que vous en servez en contre-collé, vous voyez que bon, c'est pas...
donc c'est important. Mais voilà, donc pour en revenir sur le geste, je crois qu'il y a... Le geste peut être aussi un carcan, quoi, peut être aussi quelque chose qui va limiter. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que dans ma tête, il y a tous mes tableaux, il y a de quoi remplir des musées, mais ils sont dans ma tête parce que je n'arrive pas à les faire. Hein, donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux dans ma tête, hein, on n'a jamais vu de choses aussi. Il y a un philosophe chinois de la fin du XVIIe qui disait, quand on regarde des fois une peinture, on dit mais c'est n'importe quoi, ça bouillonne de partout et tout et tout. Et puis à un moment, tout d'un coup, on sent quelque chose, et c'est tout simple, c'est la règle de la règle sans règle. Ça, moi, j'adore. Mais c'est vrai que ça se sent. Moi, je vois quand je peins, il y a des moments d'espèce de jubilation, je ne sais pas trop comment le dire, quoi. Il y a des moments où j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça marche. Puis il y a des moments, ça ne marche pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui est la même chose en photo. Oui, je pense en que photo, on a la même chose. mais je crois qu'on le sent. En photo, est-ce que quand on appuie sur le bouton, on sait que la photo est bonne? Non, j'ai l'impression. Déjà, on va travailler l'endroit, je pense à Jean-Michel, l'endroit qui est juste en face de moi, je le connais. Je le connais par cœur, je sais où c'est. On va travailler, on va essayer de se mettre dans le meilleur angle pour faire la meilleure photo possible. Mais il y a des fois, on ne va pas y arriver. Donc, on ne va pas appuyer. Comme disait Jean-Michel, une photo, c'est simple, j'appuie sur le bouton. C'est pas vrai. On va travailler, on va tourner autour de l'endroit, parce que là, c'est que des endroits. On va tourner autour de l'endroit pour voir quelle va être la meilleure. C'est pas la même chose que vous, les peintres, mais on va essayer de faire quelque chose pour rendre, pour avoir un super rendu. Et on ne va pas forcément appuyer sur le bouton. La chance qu'on a, nous, c'est si on appuie sur le bouton et si la photo ne nous plaît pas, on la jette. Voilà, par rapport à... Oui, non, mais je veux dire, ils vont... voilà, c'est plus facile pour nous de jeter que pour vous de jeter une autre... Nous, on ne jette pas, on commence. Ben voilà, tandis que nous, on ne peut pas, forcément. Moi, je veux juste réagir par rapport à ce qui a été dit, alors, de plein de choses différentes, du coup, je suis un peu... vous parliez des émotions, et du coup, ce qui est intéressant, je suis dans le spectacle et dans l'artistique aussi au niveau peinture, et quand je présente quelque chose, que j'ai envie de voir un peu la réaction, il y a des gens qui ne réagissent pas du tout comme j'aurais aimé, et pourtant la réaction a suscité quelque chose de très très fort, d'où le bouillonnement. Voilà. Et du coup, même si la réaction ou l'émotion ne va pas dans le bon sens, elle a suscité quand même quelque chose d'hyper important. Et dans ce qui avait été dit aussi tout à l'heure par rapport à... En fait, c'est l'enfant à l'intérieur qui a besoin de s'exprimer. Et quand justement une personne qui est un peu âgée ou qui a des préjugés sur un travail qui lui paraît plutôt simple dans la conception, je retourne sur la musique, les notes de la peinture, tout ça, mais qui se joue aussi à travers le public, qui peut rebondir sur ce qui vient d'être dit, dans le sens où, bah oui, moi ça ne me correspond pas, c'est plutôt basique, et là l'enfant qui dit, ouais mais moi je vois un dragon, ah ouais mais... Et du coup, cette musique-là que quelqu'un n'entend pas, d'où le phare de, je ne sais pas votre prénom, la lumière d'une personne dans un groupe. La réaction n'est pas entendue ou sentie à l'intérieur de soi, mais la musique, elle traverse les autres personnes et elle peut être entendue d'une autre manière par l'enfant. Donc du coup, le problème de l'émotion qu'on a envie de faire susciter, j'ai l'impression que c'est un peu faussé et il n'y a pas à savoir si ma réaction à moi, elle est entendue ou la réaction de l'autre est entendue, puisque de toute manière, c'est entendu et le bouillonnement que vous ne comprenez pas en fin de compte, il est quand même présent. Vous avez sollicité quelque chose à l'intérieur de l'autre, même si vous ne le comprenez pas. Et voilà, c'était ça ma réaction par rapport à un peu tout ce que j'ai pu entendre et c'est super intéressant. Merci beaucoup. Par rapport à la musique. Vous utilisez un mot, qui est le mot compréhension. Ça, c'est quelque chose, c'est un mot que j'entends souvent quand je fais les permanences ici, et je l'ai eu cet après-midi avec cette toile qui est là, la toile grise. Et
c'est justement ce couple de gens de couleur qui l'a regardé et qui me sont venus me voir en disant « On est désolé monsieur, mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. » Et je dis « Il n'y a absolument rien à comprendre. Il faut arrêter de s'imaginer que la perception de l'art, c'est une question de compréhension. Si on fait de l'histoire de l'art, si on fait une formation artistique, effectivement, dans la formation, on va faire de l'analyse, on va faire de la sculpture, on va faire tout un travail exploratoire de la démarche artistique, oui. Mais nous, en tant que spectateurs, on va d'abord recevoir l'œuvre comme elle est, spontanément. Et la personne, je lui dis, écoutez, qu'est-ce que vous voyez? Elle me dit, mais je ne vois rien justement, ça ne représente rien. Mais je dis, mais une toile, elle peut avoir deux utilisations. Soit c'est un support en toile, en carton, en bois, en ce que vous voulez, sur lequel on va faire une image, et ce qui va être important, c'est le motif qui est sur la toile. Ou bien alors, c'est la toile qui elle-même a sa propre importance. Voilà, ce sont deux démarches différentes. Donc, il faut arrêter de chercher dans une... Enfin, il faut arrêter. Moi, je conseille aussi d'arrêter de chercher dans une peinture, dans une photo, dans une sculpture ou dans quoi que ce soit, de chercher à quoi ça ressemble. Je prends souvent l'exemple de la musique. Je dis, ce couple qui est là tout à l'heure, je dis, mais vous écoutez par exemple du reggae. Hein? Bon, qu'est-ce qui va vous parler dans le reggae? Est-ce que ça va être des sons, des sonorités, des rythmes qui sont ceux de la nature, qui sont ceux du vent, qui sont du bruit des vagues, qui sont ceux des choses qui se passent autour de vous? Absolument pas. Donc, vous allez être sensible à quoi? Au rythme, au tempo, hein, aux sonorités, aux vibrations, etc. Eh bien, faites la même chose avec le visuel. Soyez sensible à ce qu'il y a devant vous. Et alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a devant vous? Elle me dit, il y a quelque chose de très doux et de très calme. Ben voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir Bac plus 5 en histoire de l'art pour comprendre, pour accéder à un tableau. Il faut simplement l'écouter, le regarder, et puis se laisser porter. Après, on peut aller plus loin. Après, on va essayer de chercher à savoir en quoi, par quel système, par quel mécanisme, par quelle construction, il a déclenché cette émotion. Mais ça, c'est d'un autre temps. Moi, je prends souvent l'exemple, quand on rencontre quelqu'un, on croise quelqu'un dans la rue, dans une société, et puis il se passe quelque chose. Il se passe comme ça un petit déclic. Mais on ne la connaît pas. On ne connaît pas cette personne. On ne sait pas ce qu'elle aime comme cinéma, on ne sait pas ses idées politiques, on ne sait pas sa religion, on ne sait pas où elle habite, sa langue, sa famille, on ne sait rien, et pourtant, il y a quelque chose comme ça. Et c'est parce qu'on s'est dit, tiens, qu'on va avoir envie de la connaître, ou de le connaître. Et bien la peinture, l'art, c'est pareil. Enfin, il me semble. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je voudrais revenir juste par rapport à la musique. J'ai eu la possibilité, il y a une petite salle de spectacle ici qui s'appelle Le Paradis. Et Jean-Marie Champion, qui est un ami, m'a proposé de prendre un tableau dans ce qu'il y avait dans mon atelier. Et c'était le tableau, il l'a accroché. Et il y avait un musicien et lui qui lisait un texte et juste une lumière qui montait petit à petit et qui petit à petit descendait. Ça durait 40 minutes dans un silence total. Et c'était vraiment émouvant parce que le tableau, les gens te racontaient après un peu ce qu'ils avaient vu, c'était pas très important, mais surtout, ils racontaient le fait de regarder. Regarder. Et puis la deuxième fois, c'était alors là carrément il travaillait, il y avait le texte et la musique, et c'était en live, je peignais. Il y avait un dispositif de 20 personnes. Et il y avait un grand cercle blanc au centre, et je peignais. Très, très intéressant comme émotion. Moi qui suis très pudique. J'ai une question par rapport au peintre. Il y a certains qui connaissent un petit peu ma démarche, je suis photographe. Et combien de temps vous prenez pour qu'une peinture émerge? Non pas la peindre, mais avant de commencer à... Est-ce que c'est instantané ou c'est la peinture existe déjà depuis 6 mois 75 ans, 38 ans. C'est ça. C'est le temps. Les racines d'une œuvre, en fait, elles sont dans tellement de choses.
Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer, dont on n'a pas conscience et dont on n'aura jamais conscience, que c'est très difficile à définir le temps. Parce que quand on crée, le temps, il n'existe plus. On l'oublie, le temps. Comme on oublie l'espace, presque. Comme disait Daniel, il parlait d'espace vide, tu vois. C'est une question qui revient souvent, mais pas celle-là vraiment. C'est combien de temps on met pour réaliser ça? Enfin, non, mais je sais. Non, mais tu vois, non, mais quand on me parle de temps, même le temps qu'on met à faire émerger une idée, ou, tu vois, c'est... Daniel en a parlé en parlant du premier geste. C'est ça, le premier geste sur une toile. J'ai envie là, de faire un lien, par exemple, entre ce qu'a dit Daniel sur le vide, hein, sur la toile blanche, qui peut être un départ, blanche ou d'une autre couleur, et le fait de laisser une trace dans le geste. C'est-à-dire qu'il y a... J'ai vu, j'avais 18-20 ans, je ne sais plus quel âge, j'ai vu le film de Jean-Luc Godard, À bout de souffle. Et dans ce film, la journaliste, qui est jouée par Jane Seberg, elle interviewe un poète, une scène dans un bar proche d'un aéroport, je crois, et le poète, c'est Parvulescu. Elle lui demande, Monsieur Parvulescu, quelle est votre ambition dans la vie? Et Parvulescu, c'est quand même un auteur important en Amérique du Sud, tout ça, qu'il a écrit des poèmes qui ont changé la vie d'énormément de gens. Et dans cette scène, il hésite, il ne répond pas tout de suite. C'est une scène qui a été improvisée, il faut le savoir. Il y a beaucoup de scènes d'improvisation dans ce film. Elle lui redemande après, elle lui dit, Monsieur Parvulescu, quelle est votre ambition dans la vie? Et il répond avec une certaine assurance. Il se retourne un peu, voilà, sévère presque, il lui dit, devenir immortel. Et puis mourir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, pour moi, la trace, le geste, tout ça, à partir du moment où on part sur quelque chose qui au départ n'est rien, on fait un geste, on laisse une trace, peu importe sa taille, peu importe sa forme, peu importe ce qu'on a voulu. C'est quelque chose qui fait qu'une part de nous restera ici et qu'on deviendra quelque part immortel. C'est peut-être une recherche, voilà. Juste pour faire le lien, c'est peut-être que créer, finalement, être artiste, c'est un peu cette quête d'immortalité sans prétention. Voilà, essayer de... Bon, pour répondre à la question, moi ça m'est arrivé des fois de me retrouver dans un paysage, dans une situation, dans une ambiance colorée, des choses comme ça, et de savoir immédiatement que je voulais en faire une peinture. J'ai pas la prétention de dire que je l'ai fait, mais d'avoir l'envie de le faire. Et je sais pas pourquoi. Il y a des moments où on se dit, ah voilà, ça c'est chouette. Mais je pense que pour les photographes, c'est pareil. Pourquoi à un moment on a envie de faire cette photo? J'ajouterais même quelque chose par rapport aux photographes. C'est que quelquefois, je m'aperçois qu'il y a des photos que j'ai prises il y a très longtemps qui collent très bien à ce que je fais maintenant. Et du coup, même si je n'y pensais pas forcément au moment où je l'ai prise, je sais pourquoi je l'ai prise et je sais pourquoi je l'ai gardée. Et quand je me rends compte qu'effectivement elle colle à une série que j'ai matérialisée il n'y a pas forcément très longtemps, ben je me dis qu'il n'y a pas vraiment de hasard, quoi. Dans la démarche, dans ce qu'on fait, et ça répond un peu à ta question, Florent aussi, même si elle ne m'était pas adressée du coup, même si elle était adressée au peintre, je trouve que même pour la photo, il y a une photo qui peut être révélée, j'utilise le mot à bon politique, elle peut être révélée que beaucoup plus tard. Tu peux l'avoir gardée en tête, tu peux l'avoir prise parce que tu avais envie de mettre quelque chose à ce moment-là, et puis tu l'as laissé. Tu l'as laissé s'endormir à la limite. Et à un moment, tu retournes dessus, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en me disant, ah ben celle-ci, il faut que je la ressorte. Il faut que je la ressorte. Elle fait partie de la série. Il peut y avoir des choses qui... Ça m'est arrivé de commencer des choses et tout, et puis de ne pas sentir comment aller plus loin, et qui sont dans un coin, et que peut-être ça ira pas plus loin, ou que je vais reprendre
Parce qu'à un moment donné, en passant devant, je dis, ah tiens, c'est vrai que j'ai ça. Ça va peut-être rappeler autre chose. Donc c'est pour ça que cette réponse, elle est très difficile. J'ai une toile, ça doit faire au moins 30 ans qu'elle est commencée. Mais c'est vrai, hein, elle est dans un coin, là, et puis, pourtant, j'aime assez, enfin, pas sans prétention, mais j'aime bien ce qu'il y a dessus, mais je ne sais plus comment continuer. Donc, elle est là dans un coin. Peut-être qu'elle est finie, si ça se mais il y a encore des morceaux. Mais c'est peut-être... Je posais cette question-là parce que moi, ma démarche, en tant que photographe, c'est déjà de dessiner, d'avoir mon idée, je dessine, et la photo va peut-être enfin, émerger 6 mois, 1 an après. Il va falloir que je trouve les conditions, la personne, etc. Et donc moi, déjà... Mais excusez-moi, c'est le rapport au temps. Moi, je trouve ça intéressant parce que le rapport au temps, un artiste qui va créer une œuvre très rapidement, est-ce que la valeur de l'œuvre, parce qu'elle a été rapide. Ah non, mais je parle pas de... Laissez-moi défiler mon idée. Je veux dire que la valeur de l'œuvre, est-ce que c'est un rapport au temps? Est-ce que, voilà, parce qu'il y a des gens qui vont créer une œuvre magistrale très rapidement, et il y en a d'autres qui vont mettre des années. Donc nous-mêmes, dans notre rapport au temps, quand on s'ennuie, le temps est long, et quand on ne s'ennuie pas du tout, le temps passe très vite. Pourtant, le temps est le même. Donc, c'est le rapport au temps et la valeur que l'on va donner à ce temps aussi. Et c'est vrai que c'est une question que posent souvent les gens qui viennent à l'atelier, voir le travail de Daniel, ils disent combien de temps vous avez mis? Alors, des fois, il dit rapidement, et d'autres fois, très longtemps. Mais, non, mais moi, je dirais surtout, c'est l'idée, enfin, la vision de la peinture déjà avant de commencer à... C'est entre l'idée, le cheminement et la fin. Il y a plusieurs possibilités. Démarche. Moi, pendant des années, je faisais, avant de commencer une toile, alors je partais souvent effectivement d'une balade en extérieur, d'un rythme, d'un mouvement, d'un alignement d'arbres, de poteaux, pas de trucs comme ça, et ça faisait des petits croquis. Alors je noircissais des croquis, petit à petit je commençais à mettre un peu de couleur dessus, un peu de pastel gras, un peu de machin, un peu d'aquarelle, et puis éventuellement après je reprenais, j'agrandissais, pour après faire une ébauche à l'échelle 1, et voilà, et donc j'étais dans cette espèce de fabrication. J'ai bien dit de fabrication là, hein, j'ai bien utilisé le mot fabrication. Et donc, à un moment donné, alors, je me suis aperçu qu'en fait, très souvent, l'esquisse était beaucoup plus intéressante que la toile aboutie. Bien entendu. Parce que je cherchais à obéir, pour arriver à la fin, je cherchais à obéir à une intention, à un état, à une idée qui était dépassée. Donc je cavalais derrière en permanence. Donc il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre ça et pour accepter de me lancer dans le rythme. C'est-à-dire que au départ, moi, le seul choix que je fais quand je démarre un travail d'abord c'est acrylique, encre ou huile, et après c'est le format sur lequel je vais travailler. C'est le seul critère que j'ai. Après, qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais strictement rien. Souvent, je vais prendre un pinceau, je vais prendre quelque chose, et je vais faire un grand trait sur la toile, tcham tcham, et puis on va voir. Et puis c'est parti comme ça. Mais je ne sais pas. Et si jamais je sais ce que je veux faire, j'arrête. Je veux ne pas savoir ce que je vais faire. Si je sais ce que je vais faire, je repense à ce que tu disais. Pareil, moi, des toiles merveilleuses, des toiles, on remplirait la grande galerie du Louvre avec ça. Hein. Mais, je me rappelle d'une toile, j'habitais à Rennes encore à l'époque, mais vraiment cette toile, dans le rêve du matin, oh, mais vraiment c'est complètement ça, c'est ça, complètement. Allez là, mais tout était là, tout était en place. Hein. Je me lève, je ne prends même pas le temps de déjeuner, je suis en pyjama devant mon chevalet, et je commence à travailler, puis... Je sais où je vais, je sais ce que je vais faire, je vais pas avoir de jubilation. La seule satisfaction que j'aurais eue, c'est de dire, bah oui, je suis capable de faire ce que je veux faire. Je parlais de belle avance. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est de se prendre le risque, c'est de ne pas savoir ce qu'on va faire. C'est d'aller, quand Daniel parle du geste, tu sais, le geste, comment il part. Mais est-ce qu'il va être droit? Est-ce qu'il va partir en courbe? Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Et c'est ça qui est fantastique. Mais pour ça, il faut prendre le risque et accepter de se planter. Accepter de se tromper.
Et de partir de cette erreur. Je m'interroge, pardon, et je vais profiter du fait qu'il y ait des anciens, encore plus anciens que moi. Ça m'arrive, si c'est possible, c'est possible. Dans le métier, j'entendais, dans l'expérience, c'est de temps en temps, dans le fond de l'atelier, je ressors des trucs d'il y a quelques temps et qui me plaisent plus vraiment. Je me demande même, des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça Bon, mais comme ça a été signé à un moment donné, c'est que j'ai bien dû considérer que c'était fini, quoi. Et alors, la question c'est, est-ce que... des fois, j'ai envie de la reprendre et de refaire autre chose, enfin, de refaire, pas tout repasser du noir dessus et recommencer, mais de la remodifier. Et puis, je me l'interdis un peu aussi. Parce que je dis, mais non, ça a été un moment, ça a correspondu à un... Bon. Alors, je sais pas. Donc, du coup, en général, je repose ça derrière. Des moments comme ça. Alors, c'est peut-être les souvenirs, voilà. Je suis collectionneur. C'est dans des moments comme ça. Je trouve que vous avez parlé un petit peu de bonheur, etc., enfin, du bonheur de peindre et de faire, et je trouve que vous n'avez pas du tout, enfin, moi, je trouve que c'est une dimension assez importante, c'est la notion du jeu. J-E-U, pas J-E, vous en avez parlé. Mais je trouve que peindre, enfin bon, il y a ce déroulement dans le temps, et cette confrontation à ce changement qui progresse comme ça, qui est quand même fort intéressant et qui participe du jeu. Et enfin, ce jeu peut être ludique, astreignant, mais il y a cette sorte de dynamique enfin, qui, moi, me fait penser au jeu, en fait, au jeu. Mais vous parlez de choses beaucoup plus complexes, ça fait des grandes notions. Je vois que Daniel me disait bien, c'est le bonheur pour moi. Oui, il a dit le bonheur. Mais c'est pas le bonheur, c'est pas la même chose que le jeu. Le jeu, c'est une sorte de... C'est un plaisir de faire. De dynamique comme ça. Pour moi, le peindre, c'est à la fois une nécessité et c'est souvent douloureux, c'est souvent difficile. Oui, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y a un conflit intérieur entre aller vers ce qui me rassurerait que je veux faire et cette conscience que j'ai que c'est pas là qu'il faut aller. Oui, ça fait partie du jeu. Ah oui, ça c'est dans ce sens. Le jeu, c'est un peu la mise en danger dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est ça. La mise en danger, c'est le jeu. Pour moi, enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Moi, il y a un truc que j'adore dans mon atelier, c'est ne rien faire. Mais je vous jure que c'est vrai. Hein. Je peux rester comme ça 2h30, 3h sans rien faire. Et puis je suis là, je regarde un peu, je suis assis, j'ai un très bon fauteuil. Et puis voilà, bon, ben, ça sortira, ça sortira pas. C'est vrai. Hein. De toute façon, les fois où on pense que ça va arriver plus facilement et tout, c'est pas forcément à ce moment-là que ça fonctionne. Oui, oui, oui. Ah, puis des fois on part avec une intention, mais c'est très court. Des fois. Très court. C'est un flash. On y va, on va dans l'atelier, on s'assoit, on dit je vais faire ça, puis finalement on part, on rêve. On part, voilà. Et on peut rester 2 heures, 3 heures, à ne rien faire. Tu sais, Mais et finalement, c'est un vrai plaisir. C'est important de garder son cœur d'enfant aussi. Ah oui, mais complètement. Mais ce qu'on oublie les dans enfants, la société, c'est justement de prendre du temps de rien faire, justement. Parce que le temps de rien faire, moi, quand j'étais enfant, alors on peut reparler des choses plus anciennes aussi, c'est quand je prenais le temps, c'était un choix, et ça l'est toujours. Le temps de ne rien faire, c'est pas rien faire en disant on est oisif, on est des flemmards ou je ne sais quoi. C'est le temps de se poser, de réfléchir à notre existence, d'imaginer des choses. Et ça, pour moi, c'est tout sauf un temps perdu, parce que c'est ce qui est la base de la création. Oui, vive l'ennui aussi. Oui, il faut s'ennuyer. Tu sais, par rapport à la photo, un truc qui me fascinait, j'ai jamais fait de photo. Mais les copains qui faisaient, c'est qu'il prend la photo, et puis je ne sais plus comment ça se passe techniquement, mais il y a un bain, et alors il trempe dans le... Et ça apparaît. Et tu gères le moment où ça suffit.
Le moment, mais ça, c'est génial ça. C'était exactement. C'était génial. Non, non, Ah oui, c'est plus marginal. C'est un moment, ça, quand ça apparaît. Ça, c'est grand chose. C'est magique. Je sens qu'on commence à lasser un peu. On vous remercie énormément Merci d'être beaucoup. venu, d'avoir participé. J'espère qu'on ne vous a pas trop embêté. Ah, pas du tout, super, pas du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut les applaudir. N'oubliez pas de prendre le petit l'adhésion.